Intervention suivante, une intervention courte de Marc-Antoine Brasseur, qui est ingénieur d'études au service production de viande de l'Institut de l'élevage et qui assure le suivi des essais à la ferme du Cirbif. Et il va nous parler d'itinéraire de production des veaux d'origine laitière pour produire de la viande rouge, la synthèse de plusieurs années d'essais. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler maintenant de production de viande rouge à partir d'animaux issus du troupeau laitier, hein, et du coup les différentes conduites qui ont été testées au Cirbif et aussi un petit peu à Trévarez avec l'aide de Guylaine Trou pour cette présentation. Donc je vous propose d'abord de regarder un peu la diversité des itinéraires techniques qui sont suivis par les veaux laitiers en France. Donc le principal débouché pour les veaux mâles laitiers nés en France, c'est le veau de boucherie, avec environ 60% des veaux qui partent dans ces itinéraires. Ensuite, on a environ 20% des veaux qui vont servir à produire de la viande rouge, que ce soit en bœuf ou en gibet, avec différents itinéraires techniques. Et on a encore 20% des veaux qui partent à l'export, principalement à destination de l'Espagne. Et ces exports, ils ont été multipliés par 2,4 sur les 10 dernières années. Donc au total, on a environ 1,8 million de veaux laitiers à valoriser. Et ces veaux, c'est 1 million de veaux mâles laitiers purs et 800 000 veaux croisés, que ce soit des mâles ou des femelles. Il faut savoir que l'utilisation du croisement a nettement augmenté. Ça fait plus de 60% sur les 10 dernières années aussi. Donc tous ces veaux, ils naissent à différentes périodes de naissance et donc au Cirbif, on a étudié différents itinéraires pour les valoriser. Dans tous les cas, l'objectif ça a été de produire des petites carcasses de 300 kg avec des animaux assez jeunes, de 17-18 mois, et bien finis pour répondre aux attentes des différentes filières. Donc je vais commencer par vous présenter une première conduite qui a été testée sur des bœufs Holstein Limousin. Et c'est une conduite tout auge. Donc c'est une conduite qui est assez simple avec, je vais vous montrer ici, donc des veaux qui sont arrivés à l'âge de 3 semaines à 58 kg. Ils pesaient 130 kg à la fin du démarrage. Et ensuite ils ont réalisé 1300 grammes de croissance pour atteindre 570 kg de poids vif à 15,5 mois. Donc ça permet de faire un GMQ entre l'arrivée et l'abattage de 1150 grammes pour produire des carcasses, donc je l'ai dit, de 300 kg, classées R-3. Et en termes de bilan alimentaire, donc les bœufs, ils ont consommé 2,6 tonnes de matière sèche entre leur arrivée et l'abattage. Et à l'intérieur de ces 2,6 tonnes, il y avait environ 30% de concentré. Je vais maintenant vous présenter les deux conduites herbagères qui ont été testées, elles, sur des bœufs et des génisses, et sur 7 types génétiques différents, je vous en reparlerai après. Donc la première conduite, elle a été mise au point pour des veaux nés à l'automne, avec donc une phase de démarrage en nurserie, une phase de pâturage, de croissance au pâturage, et une phase de finition à l'auge. Et ensuite, il y a une deuxième conduite qui a été mise au point pour des veaux nés en hiver, avec donc une phase de croissance qui combine du pâturage et du bâtiment, et une dernière phase de finition au pâturage. Donc ici, vous avez les résultats de croissance et de consommation pour les bœufs et les génisses nés en automne et finis à l'auge. Donc je vous l'ai dit, donc une première phase de croissance, de nursery, pardon, de démarrage, une phase de pâturage, de croissance, et une phase de finition à l'auge, qui a permis d'atteindre donc 580 kg de poids vif à 16,8 mois pour les bœufs et à 18 mois pour les génisses. Donc l'écart de GMQ, il est d'environ 90 grammes entre les bœufs et les génisses, avec 1070 grammes pour les bœufs. Les qualités de carcasse, elles sont relativement proches, c'est toujours des carcasses de 300 kg. Et en termes de bilan alimentaire, c'est le même bilan alimentaire pour les bœufs et les génisses, 3,2 tonnes de matière sèche ingérée, avec environ 50% d'herbes consommées et 21% de concentré. Je vais maintenant vous présenter les résultats de la conduite pour des veaux nés en hiver.
Donc toujours la phase de démarrage, une phase de croissance au pâturage et en bâtiment. Et ensuite la finition au pâturage. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que les bœufs, ils ont été mis à l'herbe à 470 kg. Et les génisses, elles ont été mis à l'herbe à 420 kg de poids vif. Et en fait, les génisses, elles ont été mises à l'herbe trop légères. On n'a pas réussi à les finir au pâturage. On les a donc rentrées à l'auge en bâtiment pendant l'été. Et on les a donc abattus à 19,4 mois contre 17,7 mois, donc 1,5 mois plus tard que les bœufs. Et ça se traduit du coup par 70 grammes de GMQ en moins par rapport aux bœufs. En termes de qualité de carcasse, c'est toujours 300 kg de carcasse. Et en termes de bilan alimentaire, cet écart d'un mois et demi d'âge à l'abattage, il se traduit par 250 kg de matière sèche d'écart sur le bilan alimentaire, qui reste assez proche des autres bilans alimentaires, à 3,3 tonnes de matière sèche pour les bœufs. En termes de structure du bilan alimentaire, même s'il y a une différence entre les bœufs et les génisses, ça reste la même chose, 60% d'herbes, qu'elles soient pâturées ou conservées, et toujours 20% de concentré dans la ration. Je vous ai parlé des types génétiques tout à l'heure. Donc pour ces deux essais sur les bœufs et les génisses, on a référencé donc la diversité génétique disponible. L'objectif, c'était de référencer le gradient de précocité avec d'un côté des croisements, des types génétiques qui devaient être plutôt précoces avec le Holstein Angus et le Normand pur, et puis de l'autre côté des types génétiques qui devaient être normalement plus tardifs avec le Holstein blanc-bleu, le Holstein charolais et l'INRA 95. Donc ces types génétiques, si on regarde leur croissance en vif, on voit que le trio de tête, c'est les Holstein Angus, le Holstein charolais et le Holstein blanc-bleu. Mais les éleveurs, ils sont pas payés sur du poids vif, ils sont bien payés sur des carcasses. Donc c'est important de prendre en compte le rendement d'abattage. Et on voit ici que le rendement d'abattage, il est nettement supérieur pour les croisements avec des races tardives. Et le rendement est inférieur pour les deux types génétiques plus précoces. Et donc ces rendements d'abattage, si on les applique aux croissances, on peut calculer un GMQ carcasse, et on voit que les deux types génétiques les plus précoces, ils ont nettement reculé. Voilà. Et puis il y a plein d'autres implications, mais je vais pas pouvoir vous en parler aujourd'hui. Je vais présenter rapidement ce qui a été fait à Trévarez. Il y a un petit atelier qui a été mis en place pour engraisser quelques bœufs et quelques génisses. L'objectif, ça a été de limiter le coût alimentaire et de simplifier le travail. Donc ils ont maximisé le pâturage, l'utilisation de vaches nourrices, limiter au maximum la complémentation. Un des enjeux importants pour Trévarez, c'était d'adapter les effectifs aux contraintes du système en termes de disponibilité fourragère, à la fois en qualité et en quantité de fourrage, et aussi en place en bâtiment. Pour conclure, la production de viande rouge à partir d'animaux d'origine laitière, c'est quelque chose qui est réalisable à la fois chez les éleveurs laitiers et à la fois chez les engraisseurs spécialisés, avec une diversité de conduites possibles, à la fois des conduites tout auge et des conduites au pâturage. Une phase clé, quel que soit le type d'élevage, quel que soit le type de conduite, c'est la phase lactée. C'est une phase qui est délicate et qui n'est pas forcément toujours réalisée chez les engraisseurs en ce moment. Donc c'est un point clé pour l'organisation de la filière à l'avenir. Tous les chiffres que je vous ai présentés là, ils ont été rassemblés dans un outil qui s'appelle Decibov et qui permet de tester la création d'un atelier de viande bovine dans un élevage existant. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver tous ces chiffres sur idel.fr et farmxp.fr. Merci pour votre attention. Merci Marc-Antoine. Est-ce qu'on a des questions sur le chat peut-être d'abord et puis dans la salle ensuite? Non, il y a rien sur le chat pour le moment. Ok. Et dans la salle? Forcément. Alors moi j'ai une petite question. En fait, sur le terrain, on voit qu'il y a quand même quelques initiatives qui se font jour. C'est plutôt du tout auge. Et qu'est-ce que vous auriez comme référence disponible
Parce que là, tu nous as montré un élément sur des bœufs de 300 kilos. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, c'est une bonne question. On peut pas encore répondre avec beaucoup de chiffres d'essais parce que si on avait fait des essais, je les aurais présentés. On a en cours des essais sur des itinéraires tout auge, sur des génisses tout auge, Holstein Limousin, pour faire un peu le pendant des bœufs Holstein Limousin que je vous ai présenté. Donc ça, on se donne rendez-vous dans 2 ans pour avoir les résultats. On a aussi des JB Holstein purs, mais qui ont été abattus un peu plus tard. Ils ont été abattus à 19 et 24 mois. Donc c'est pareil, l'essai est en cours. Et il y a un tout nouvel essai qu'on met en place là, avec des veaux qui sont arrivés au mois de septembre. On compare des bœufs et des JB sur les 2 conduites herbagères. Et ils vont sans doute être abattus un petit peu plus lourd que les 300 kg de carcasse qu'on a fait jusqu'alors. Mais globalement, je pense que ce qu'on peut retenir avec des conduites tout auge, c'est que c'est des conduites qui sont assez simples. En génisse, ça fera sans doute un petit peu moins de performance que les bœufs que j'ai présentés là. Et en JB, a priori, ça fera plus de performance. Voilà, j'ai pas beaucoup plus d'éléments pour répondre. Ok. Si à la limite en qualité de carcasse, les JB sont censés faire des carcasses moins grasses et plus claires. Mais bon, ça, Aubert normalement en parlera après. Alors, je vais aussi poser une deuxième question qui est aussi souvent issue du terrain et posée aux équipes du Cirbif. Est-ce que il n'est pas toujours très facile de prévoir donc des rations sur les animaux croisés et les viandes qu'on retrouve difficilement dans les logiciels de rationnement? Qu'est-ce que vous avez observé? Ça se situe à peu près sur quel niveau entre le lait et la viande pure? Alors, il y a quelques références quand même dans les tables sur des croisés Holstein-Charolais en engraissement. Néanmoins, on voit que, comme sur les vaches taries, les repères de capacité d'ingestion collent pas. Donc nous, en fait, on a vraiment raisonné en densité énergétique et protéique, n'en déplaise à Julien. Après, je suis d'accord avec toi que ce qui est important, c'est la quantité totale d'UF apportée. En fait, nous, comme je vous ai présenté, il y a eu 7 types génétiques différents. Donc, on a eu, on a une, on a certains types génétiques consomment plus que d'autres, ont des niveaux d'ingestion plus importants que d'autres. Et donc, du coup, je peux pas vous donner aujourd'hui de quantité de matière sèche ingérée pour des bovins de type croisé laitier. C'est vraiment, il y a un travail à faire, je pense, en lien avec INRAE sur ça. Voilà. Donc les repères de rationnement qu'on a utilisés, je peux quand même les donner. C'est 0,9 UF par kilo de matière sèche et 90 grammes de PDI par UF. Voilà. C'est des choses assez classiques. Dans vos études, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux éleveurs sur le type de croisement viande à faire? Lequel qui dégage le plus de croissance et économiquement le plus intéressant? Alors, on l'a vu là, je peux remettre le graphique. On a classé les types génétiques par à la fois sur le GMQ en vif et à la fois sur un GMQ carcasse. Moi, je trouve que c'est toujours très important de prendre en compte le rendement d'abattage pour pouvoir comparer toutes choses égales par ailleurs, notamment dans une étude où on a des rendements d'abattage très différents. En fait, ce qu'on voit entre les types génétiques qui ont fait le moins de GMQ carcasse et ceux qui ont le plus de GMQ carcasse, c'est environ 40 grammes de GMQ carcasse au total, et ça représente 35 jours, donc ça représente 1 mois. Et en fait, l'écart de prix entre les veaux de certains types génétiques et les veaux d'autres types génétiques, il peut être des fois plus important que le coût alimentaire sur 1 mois. Donc c'est difficile aujourd'hui de vous répondre précisément parce que avec les prix du veau qui bougent beaucoup et les prix de la viande qui bougent beaucoup, il faudrait refaire l'étude tous les 2 mois. Mais globalement, on arrive à gagner de l'argent à peu près de la même façon avec tous les types génétiques, quoi. Sauf si on achète des veaux très très chers. Voilà.
Ah oui. Et ben aujourd'hui, si vous produisez vos veaux et qu'il n'y a pas de différence de prix, effectivement, je m'étais placé dans le cas d'un engraisseur spécialisé. Et aujourd'hui, ce qui est payé, c'est le poids de carcasse et la conformation. Donc, il y a tout intérêt à prendre des croisements qui font le plus de croissance. Et vous les avez là, en poids de carcasse. Oui. J'ai une question du chat, le temps que le micro arrive. Sur l'impact des types génétiques sur leur capacité à être bien finis à l'herbe. Sur les niveaux de finition à l'herbe en fonction des types génétiques. Alors c'est une bonne question. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais on peut quand même apporter quelques points. On a regardé, alors j'empiète un petit peu sur la présentation suivante, mais on a regardé le persillé et globalement le niveau de dépôt de gras de tous nos types génétiques, et on a regardé ça selon le mode de finition, donc au pâturage ou à l'auge. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les types génétiques les plus précoces, donc ils déposent le plus de persillé, et particulièrement quand la ration elle est dense en énergie. Donc, globalement quand ils sont finis à l'auge. Et par contre, on voit pas de différence entre les persillés quand les animaux sont finis au pâturage. Voilà, ça veut dire que globalement, si on est dans un contexte un petit peu tendu en qualité de la ration, on a quand même plus de chances de faire du persillé avec un animal qui est de type précoce, parce que il va plus vite déposer du persillé. Ça, en tout cas, c'est la conclusion que c'est l'hypothèse qu'on fait vu nos résultats, et on n'est pas complètement en mesure de la valider à 100%. Merci. Encore une question? C'est juste une remarque plus qu'une question. Donc, Eric François, Cinetix, chargé de mission viande et spécialisé dans les schémas croisement. Je rebondis sur la remarque juste avant. Pour un éleveur, la priorité, bien avant la valorisation, c'est les facilités de naissance. Puisque on parle souvent de césarienne, mais le problème n'est pas là. C'est qu'un fellage difficile ne coûte pas cher en termes de frais vétaux, mais a des répercussions énormes sur la lactation et sur les IVV. Donc, on ne peut pas répondre que par la qualité du veau. Il y a aussi les facilités de naissance qui comptent énormément. Oui, mais moi je me rends compte qu'il y a eu un travail génétique énorme de fait sur la facilité de naissance. Moi je fais pas mal d'INRA et de bleu sur des Holstein, j'interviens jamais. Non, mais ça veut dire que aujourd'hui on peut faire du croisement sans souci de vélage, en choisissant bien ces taureaux, puisqu'ils sont indexés sur la facilité de naissance. Et ça c'est votre travail, c'est très bien. Alors, là, on va être d'accord, et j'insiste sur ce que vous venez de dire, en choisissant bien ces taureaux. Parce qu'un taureau de croisement, c'est un taureau spécifique. C'est pas juste un taureau conformé qu'on met sur des vaches. Peut-être un petit complément là-dessus. Nous, on a étudié donc 7 types génétiques différents, mais à l'intérieur de chaque type génétique, on a vu une très grosse variabilité. Et avec notre dispositif, on n'est pas du tout capable de généraliser vraiment les écarts entre les types génétiques qu'on a étudiés. Et voilà, donc je pense que un des travaux à faire pour les généticiens, ça va être de vraiment faire des index qui soient interraces sur le croisement laitier. Merci. On va. Bon alors, petite dernière remarque. C'est le débrief déjà. Oui, on sait faire la différence entre les taureaux qui sont issus des schémas race pure, des schémas croisement. Par contre, dans votre cas, pour en avoir déjà discuté avec vos collègues, c'est que si on s'amusait à ne rentrer que des animaux, donc à la ferme de mourons issus de schémas croisement, ça pourrait poser des problèmes d'effectifs. Ah bah oui, complètement. Ah mais ça tout simplement. D'effectifs. Merci pour ces questions et merci Marc-Antoine.